Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Mon nom est Mario Cardinal. Avec moi, Guy Barrette. Et oui, un Guy Barrette qui est très enrubé. Alors, si je parle un petit peu comme ça, là, vous m'excuserez. Je pense que t'es pas tout seul, hein? Tout le monde, où est-ce que t'es en mandat aujourd'hui, ces jours-ci? C'est au début de la semaine, là, on a été 4 en même temps là, à tomber malade. Là. Alors, il y a une petite bébite là, qui s'est promenée dans les couloirs d'aération, là, je sais pas, là, puis on a tout pogné ça. Puis là, Guy, tu m'expliquais, tu étais tout content parce que tu disais, Mario, j'ai passé mon examen TFS. Wouhou! Oui, je suis content parce que j'ai passé l'examen de certification Team Foundation Server, qui est l'examen de configuration et de développement. Donc, c'est vraiment un examen là, pour l'installation, la configuration là, de Team Foundation Server. Je l'ai passé en bêta et, à ma grande surprise, je l'ai réussi. Puis, ben, en tout cas, félicitations. Puis là, ben, toi, tu viens de m'expliquer c'est quoi le truc pour le savoir vite, parce que moi, j'ai pas été voir si je l'avais passé. Je pense, moi, que j'ai coulé, mais en tout cas, on verra bien. Donc, il faut aller chercher son transcript, puis là, on voit si on l'a passé. Donc, je vais faire ça, là, probablement ce soir, quand je vais arriver chez moi, parce que je suis un peu curieux. On verra bien. Oui. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'aventure de passer l'examen, que ça soit positif ou non, c'est pas grave. C'est toujours une aventure de passer un examen bêta, parce qu'il faut expliquer un petit peu à nos auditeurs qui passent pas ou qui n'ont pas passé l'examen bêta, c'est quoi un examen bêta? En fait, Microsoft, lorsqu'il lance des nouveaux examens de certification, exactement. Ils doivent tester des questions pour voir si, bon, est-ce que cette question-là est trop facile, 100% des gens y répondent, est-ce que cette question-là est trop difficile, tout le monde ont faux, par exemple, sur cette question-là. Donc, ils font une espèce de métrique de scientifique. Il y a des gens qui analysent là, les réponses, les taux de succès, d'échecs, etc., etc. Puis, ils bâtissent l'examen avec les réponses, finalement, que les gens ont donné dans le bêta. Donc, c'est un examen qu'on donne 4 heures. Mm-hmm. Il y a des questions, des fois, que tu lis et tu te dis de quoi ils parlent, parce que des fois, les questions sont mal faites. Il y a des questions qui sont parfaites. Donc, ben, encore une fois, félicitations, Guy. Notre invité, Éric Renaud. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui. Éric qui est là sur le bout de sa chaise parce que toi aussi, t'as fait l'examen. Oui, moi aussi, je l'ai fait, mais je suis pas encore allé voir si j'ai passé. Donc, ben, toi j'ai aussi, une petite peur de ce soir. Tu viens d'apprendre le truc d'aller chercher son transcript parce que c'est sûr que dans quelques semaines, on va avoir une lettre de Microsoft, soit positive ou négative. Mais On la reçoit même si on passe pas? Super. Ouais. Ben, Éric, on va parler aujourd'hui, est-ce qu'on est en fin d'après-midi? On va parler On va parler aujourd'hui des bases de données multidimensionnelles. Puis encore une fois, ben, je veux te remercier parce que bon, on devait avoir Éric Moreau, on passe une émission au mois de mai, puis tu nous dépannes en venant faire une émission sur les BD multidimensionnelles. C'est pas un problème. Oui, puis pour Éric, ce n'est qu'un report parce que Éric avait un empêchement ce soir. C'est ça. L'autre Éric. L'autre oui. Éric, oui. Éric Moreau. Éric avec un C. Donc, ben écoute, on est bien content que tu viennes parler de BD multidimensionnelles, surtout que c'est un sujet qui, selon moi, va devenir omniprésent dans la réalité des développeurs, parce que ça coûte tellement peu cher maintenant de se créer des bases de données historiques qu'il n'y a plus de raison de faire ça en SQL avec des méthodes maison là. Mais c'est vrai, les outils ont tellement avancé dans les 2-3 dernières années, donc c'est rendu vraiment facile à utiliser. Mais en même temps, c'est un univers qui est complexe, qui a beaucoup de termes là que les développeurs connaissent pas, donc ça va être intéressant d'expliquer tout ça ce soir. Donc le but, c'est aussi de faire un peu comme une émission tout ce que vous devriez savoir sur les cubes multidimensionnels pour que quelqu'un qui connaisse pas ça se sente plus à l'aise de mettre un premier pas dans ce domaine-là. On va essayer. On fait un for dummies. Tout à fait. La formule, Éric, est simple. On commence toujours par ta bio, on fait le pompe, après ça on revient avec l'entrevue à proprement parler. Donc ta bio.
Tu étais un consultant indépendant. Ben, ton métier, tu es architecte logiciel. C'est ça, ouais. Puis, ça fait quoi, 6 mois maintenant que tu as fait le saut comme consultant indépendant. Oui. Tu es à la Caisse de dépôt et placement. Malheureusement, pas dans la même équipe dans laquelle je suis impliqué, mais c'est pas grave. Une grosse organisation, donc il y a beaucoup de projets qui ont lieu. Puis, avant ça, tu étais travailler pour des banques et tout, donc peut-être nous donner vite. Ben, c'est ça, juste avant de quitter, au fond, pour commencer à la caisse, j'étais dans une banque, lead d'équipe, justement, j'étais Scrum Master pour cette équipe-là, donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est agile, les processus. Puis c'était aussi une équipe qui faisait du développement .NET, donc j'ai pu vraiment regarder les nouvelles technologies qui s'en venaient, puis surtout la grosseur à l'échelle des banques, au fond, donc des choses qui doivent fonctionner pour plusieurs milliers de personnes au Canada au complet en même temps, donc c'est super intéressant. Et très sécuritaire, j'imagine. Ah oui, la sécurité, c'était le plus grand des mots là-bas. Nous, on s'est connus à l'époque où tu étais chez Codagen, Oui. qui était un start-up technologique qui faisait de la génération de code. Donc, tu as travaillé là-bas, entre autres, sur le support du C++, les Parsons, en tout cas, différentes choses. Puis c'est à cette époque-là qu'on s'est connus. Avant ça, tu avais travaillé dans le domaine des tickets, en tout cas, beaucoup du développement aussi d'applications. Oui, dans ce temps-là, j'étais plus en C++ parce que .NET n'était pas encore sorti. Mais le projet que je travaillais dessus, on voulait le migrer vers .NET. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment rentré dans .NET au début, parce qu'on vivait avec les versions bêta de Microsoft pour justement commencer à regarder comment qu'on va s'intégrer avec ça, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que ça peut faire. Donc, c'était super intéressant. Malheureusement, la compagnie, maintenant, elle est fermée, mais c'était une expérience à ne pas oublier, justement, capable de vivre ces transitions-là de technologie. Puis, on parlait un peu plus tôt que tu étais un Certified Scrum Master. Oui. Donc, les auditeurs qui seraient pas peu familiers, essentiellement, c'est une reconnaissance que tu maîtrises le processus pour être un Scrum Master. Oui. Donc, quelqu'un qui dirigerait... on peut pas dire que c'est diriger une équipe, qui serait un facilitateur au sein d'une équipe. C'est vraiment ça, c'est le concept de prendre une équipe, puis faciliter le développement logiciel en essayant d'enlever qu'est-ce qui empêche l'équipe d'avancer. Donc, c'est continuellement écouter le monde, être à l'écoute de son équipe, puis voir comment qu'on fait pour vraiment l'emmener à la prochaine étape, pour finir ses itérations, puis justement rejoindre les objectifs d'affaires de nos clients. Scrum venant du terme Scrum du rugby. Oui, exactement. Le Scrum, c'est la petite période de temps où tout le monde fait un petit caucus, puis qu'on s'entend sur quelque chose, puis après on y va tous devant avec ce plan-là. Une des choses que quand je regardais ta bio, tu parles que un de tes passions, c'est le kendo. Oui. Donc, pour ceux qui sauraient pas qu'est-ce que c'est le kendo? Bon, ben le kendo, wow. Pour décrire ça, ça serait que c'est un art martial japonais qui était l'entraînement officiel des samouraïs. Donc, les samouraïs, eux autres, ils ne peuvent pas tuer plein de personnes en se pratiquant, donc on leur va donner des bâtons de bois. Puis ça, c'était le kendo. Donc, quand on fait du kendo à Montréal, c'est vraiment, on se pratique à se frapper avec des bâtons de bois. Il y a quelques coups légaux, plein de coups illégaux. Puis, il y a plein de cris parce que c'est quand même très primal, je pourrais dire. Donc, ça fait des soirées intéressantes. Puis, on peut en parler pas mal aussi. Ça défoule. Oh oui! J'imagine, comme beaucoup d'arts martiaux, il y a une partie qui est dans la maîtrise de la... Tu sais, si on prend par exemple le karaté ou le judo, souvent, la meilleure attaque, c'est de savoir mieux se défendre, ou en tout cas d'utiliser l'énergie de l'attaquant. Donc, mais aussi. Le kendo a une philosophie un petit peu différente. Le kendo, c'est comme c'est basé sur les samouraïs. Les samouraïs disaient qu'ils vivaient constamment leur dernier moment de leur vie. Donc, il fallait tout le temps qu'ils attaquent pour être sur le devant, et même si ça ne fonctionnait pas, c'était tragique, mais au moins ils avaient essayé en défendant le pays. Ah. Donc, c'est une philosophie un petit peu différente du karaté. Philosophie dans l'action. Exactement, faut toujours être à l'avant. Ben, écoute, on fait le pont, Eric. OK. On revient avec l'entrevue. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Éric, le sujet, c'est les bases de données multidimensionnelles. Je pense que ce serait important de dire qu'on va focusser, nous, sur une technologie, en tout cas une implémentation, qui est celle de Microsoft, avec
les services d'analyse de SQL Server 2005. Mhm. Mais peut-être juste pour commencer, comment tu décrirais ce qu'est l'intelligence d'affaires? L'intelligence d'affaires, je pense qu'il y a plusieurs définitions, mais celle-là que nous, on a adoptée dans les mandats que je suis présentement, c'est que on a beaucoup d'informations dans les différents systèmes transactionnels qu'on a. On a 50 applications avec 50 bases de données. Puis l'idée, c'est essayer de tout prendre cette information-là, la comprendre, la recueillir, puis ensuite commencer à l'utiliser pour faire des prédictions d'affaires. Donc, par exemple, être capable de dire, l'an dernier, j'ai fait 1 million de ventes et pour tous les mois de mars subséquents, ou précédents plutôt, on avait une croissance de 10%. Donc, le mois de mars, ce sont des bons mois. Par rapport au mois d'avril, peut-être que ce sont des mois qui ont fait moins de ventes. Donc, les systèmes d'intelligence d'affaires vont permettre de détecter ce genre de pattern-là. Parce que Microsoft, eux, ils disent, ça, c'est notre solution BI. Oui. Mais quand on regarde le nom exact du produit, c'est Analysis Services. Donc, Oui. les services d'analyse, qui est peut-être une autre façon de décrire ce qu'est l'intelligence d'affaires. C'est essentiellement être capable d'analyser Exactement. des grands contenus d'information. Il y a beaucoup de monde qui vont dire que le BI ou l'intelligence d'affaires, le business intelligence, c'est la capacité d'analyser, donc de faire du reporting. Mais avec tous les nouveaux concepts de BI qui sortent, comme par exemple le data mining, ainsi de suite, ça nous permet de commencer à faire des prédictions. Avec toute l'information qu'on a, on est capable de commencer à prédire le futur. Puis Microsoft, dans leur implémentation, ils nous fournissent certains algorithmes qui permettent de vraiment analyser l'information et essayer d'en tirer des conclusions. Puis je pense que tout ce domaine-là est apparu suite à la prise de conscience que d'essayer de garder des données d'historique avec les données en ligne, celles qu'on a besoin journalièrement, c'est pas optimal du tout. Exactement. L'idée, c'était qu'il y a 10 ans, quand on voulait faire des rapports, on faisait ça live sur nos systèmes transactionnels. Puis le problème avec ça, c'était que, quand quelqu'un roulait le rapport, le système arrêtait de fonctionner, donc on faisait plus de ventes, les chiffres sortaient plus. Ça, c'était horrible. Il n'y avait plus moyen de mettre à jour aucune donnée parce Non. que la performance était toute requise par l'engin de rapport qui lui disait, hey, collige-moi toutes ces informations-là. Puis, on s'entend que les systèmes de BI, c'est pas là pour les systèmes qui ont 100 lignes dans une table. C'est là pour les systèmes qui ont des millions et des milliards de lignes dans des certaines tables. Donc, il faut vraiment être capable de faire des systèmes qui sont capables de supporter ce genre de volume-là. Donc, c'est essentiellement, vu qu'on tuait la performance du côté des systèmes en ligne, souvent on dit Online Transaction Processing, c'est ça. les OLTP, on a décidé de faire une copie de ces BD-là, donc de faire on des entrepôts de données, des datamart, puis de ramener l'information avec des OLAP, qui veut dire... Les OLAP, c'est des Online Analytical Process. Donc, c'est le pendant de OLTP. OLTP, c'est online, c'est on travaille, on modifie le data. Et OLAP, c'est vraiment, on analyse le data qu'on a accumulé au fond. Donc, si on regarde ça, ça veut dire que nos bonnes vieilles BD relationnelles, ils sont très bons, eux autres, pour être capables de faire ce qu'on appelle le fameux CRUD, le Create, Oui. Read, Update, Delete. Donc, pour faire ce type d'opération-là sur des données, parfait, ça fait le job. Donc, c'est souvent des BD opérationnels. Mais ils n'étaient pas très, très bonnes pour faire tous les besoins d'analyse. Donc, on a décidé de créer à côté un nouveau type de BD. C'est justement ça qui arrive, c'est que les bases de données OLTP, on appliquait de la normalisation sur ces bases de données, qui voulait dire qu'on essayait de le mieux possible ne pas dupliquer l'information. Mais quand on analyse l'information, c'est le contraire qu'on veut. Nous, on veut justement dupliquer l'information. On veut être capable de voir le mot bicycle à 1000 places, justement, pour que le système est capable de faire des agrégations, est capable de comparer, capable de faire des summarisations de ces informations-là. Donc, c'est vraiment des paradigmes différents. Tous les programmeurs SQL, ils vont se reconnaître parce qu'habituellement, nous, on va faire des select étoiles d'une table, group by quelque chose, et on va avoir la somme de cette information-là. Mais les cubes, ou la technologie BI, c'est fait exprès pour faire ces choses-là. Au niveau de l'historique, est-ce qu'il y a autre chose qui explique l'apparition de ces types de BD-là? Je pense aussi que maintenant que les corporations commencent à accumuler de plus en plus d'informations, les hauts dirigeants commencent à se poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on doit faire dans le futur. Donc, sachant que toute leur infrastructure est capable d'accumuler de l'information, mais peut-être que ça a causé le besoin pour dire à leur équipe d'informatique, j'aimerais ça voir l'information pour commencer à l'utiliser pour faire des prédictions de vente, pour être capable de gérer mon stock, pour être capable de gérer mon entrepôt, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est vraiment ces besoins-là. Un bon exemple, c'est depuis l'avènement du web, les sites web récoltent tellement d'informations
Puis cette information-là, c'est une vraie mine d'or, là. On peut vraiment trouver des patterns d'achat, tout ça. Donc, puis c'est difficile de les analyser sur la base de données live, là. Il faut vraiment avoir un système qui est fait pour ça, là, pour analyser ces données-là. Oui. Puis il y a probablement aussi un autre impact technologique qui explique l'apparition de plus en plus de ce type de BD-là, c'est le coût de stockage. Écoute, on a maintenant des disques de 1 TB pour moins de 1 000 $. Ouais. Tandis qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 5 ans, 1 TB, il fallait que tu sortes plusieurs milliers de dollars. Sinon, Plusieurs millions. C'est donc, sûr que... les coûts étant moindres, on peut penser à entreposer les données, les dupliquer avec des modèles multidimensionnels en disant c'est pas grave, ça coûte pas cher, ça coûte beaucoup plus cher chercher l'information que juste l'entreposer. C'est sûr que le bénéfice d'avoir des bases de données multidimensionnelles, ça se paye pour soi-même parce que le fait qu'on est capable de rechercher cette information-là puis l'utiliser, par exemple, dans des campagnes publicitaires ou peu importe, au moins, on a accès à l'information. Avant, il y a quelques années, peut-être qu'on n'avait pas accès à cette information-là, donc on faisait plus des décisions peut-être mal jugées parce qu'on n'avait pas justement ce support-là, mais maintenant, c'est incroyable. Pour pas cher, les technologies sont vraiment matures dans ce domaine-là. C'est sûr qu'on est encore à des versions jeunes, mais quand même, les concepts commencent à sortir. Donc, je pense qu'on a un bel avenir, je pense, avec les bases de données. Tu parles des concepts. Il y a 2 concepts de base. L'entrepôt de données, le comptoir de données. En anglais, Data Warehouse ou Data Mart. Qu'est-ce qui différencie les deux? Premièrement, peut-être explique qu'est-ce que c'est, ce concept-là, puis après ça, les différencier. C'est que, en gros, les Data Warehouse, c'est qu'on doit accumuler ou recueillir toute l'information qu'on a dans notre corporation. Donc, si j'ai 50 systèmes séparés, peut-être que dans un système, le client, pour le retrouver, c'est son nom. Mais peut-être que dans un autre système, pour le retrouver, ce même client-là, c'est un ID. Donc là, il faut vraiment faire une étape logique de tout consolider l'information. Il y a 2 philosophies là-dessus. Il y a un monsieur qui s'appelle Kimball, que lui dit que le warehouse lui-même, et c'est une base de données multidimensionnelle, donc c'est pas du SQL directement. Et il y a un autre monsieur que lui, c'est Emin. Lui dit que le warehouse, lui, doit être normalisé en 3e forme normale. Donc, on recueille toute l'information et on la met dans un data warehouse qui est accessible. Les data mart, eux, dans les 2 philosophies, sont des bases de données multidimensionnelles qui sont plus adaptées aux besoins d'affaires qu'on va leur octroyer. Par exemple, peut-être qu'avec toute l'information dans la corporation, le groupe des ressources humaines va vouloir avoir leur propre cube ou leur propre data mart pour être capable d'analyser les tendances pour à quelle fréquence que les augmentations de salaire ont lieu, etc. Puis un autre groupe pourrait avoir un 2e data mart qui est tout genre basé sur le même data warehouse, mais avec une signification totalement différente. Quand tu parles de données, bases de données multidimensionnelles, bon, les développeurs sont habitués à 2 dimensions, oui. Rangées, colonnes. Qu'est-ce que les autres dimensions vont apporter? Les autres dimensions vont nous permettre surtout de filtrer l'information puis de l'afficher sous des formats différents. Quand on parle de ces différentes dimensions-là, justement, il y en a 128 qu'on a le droit d'utiliser en MDX. Donc, ça veut dire que j'ai le droit de regrouper l'information sous 128 axes différents. Wow. La manière la plus facile d'y penser, c'est quand on était à la petite école, puis on faisait la théorie des ensembles. Donc, si on dessine des cercles, puis on dit, bon, mais chaque cercle, ça représente une dimension, l'intersection de ces cercles-là, c'est vraiment l'information que je recherche. Donc, je suis capable de filtrer comme ça avec vraiment cette théorie-là des ensembles. Donc, quelle est la dimension la plus classique qu'on trouve dans toutes les data warehouse ou data mart? Il y en a une qui est vraiment spéciale, c'est la dimension du temps. Parce que, habituellement, on veut être capable de jauger les choses à mesure qu'ils arrivent. Comme ça, on est capable de dire pour la période du mois de mars, c'était quoi, par exemple, nos chiffres de vente. Puis ensuite, je suis capable de corréler ça avec le mois de mars de l'année précédente. Ça, c'est une des forces que ces systèmes-là ont. C'est-à-dire que la dimension temps, on te la fournit par défaut et elle est déjà toute définie. Tu n'as pas besoin de commencer à dire qu'il existe un mois de mars, un mois d'avril. Ces systèmes-là savent que le temps, ça va être un axe sur lequel tu vas vouloir dimensionner ton information. C'est sûr que quand on bâtit les cubes, la dimension temps est super intéressante, disons, et que la version de SQL 2005, donc Analysis Services, va nous fournir des plugins qui sont vraiment adaptés à utiliser cette dimension-là et analyser l'information sur cet axe-là. Mais il y a peut-être d'autres dimensions. Puis on peut peut-être prendre un cas concret pour essayer de rendre ça plus tangible pour nos auditeurs. Donc, imaginons que j'ai
notre histoire de site web. Mhm. Donc là, j'ai des utilisateurs qui se loguent, donc j'ai des pages web que les gens visitent. Puis on vend des vélos, par exemple? Donc, dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait avoir une dimension qui s'appelle les produits. Donc, qu'est-ce que le monde achète sur notre site web? On pourrait aussi avoir la dimension temps. Donc, quand est-ce qu'on achète des vélos? Est-ce qu'on les achète au début du mois? Est-ce qu'on les achète à la fin des mois? On achète ça l'été, l'hiver, etc. On a sûrement aussi la dimension location, parce qu'avec Internet, on est capable de savoir un peu d'où vient notre internaute. De quel pays, de quel endroit. Exactement. Comme ça, on pourrait faire des requêtes, par exemple, dans le sud-ouest des États-Unis, combien de bicycles s'est vendu cet hiver? Donc, c'est le genre de questions qu'on pourrait poser. Mais là, au si on a toutes ces dimensions-là, l'intersection de ces dimensions-là, comment on appelle ça dans le monde? Je sais pas si ça a un nom, cette intersection-là, mais l'idée, c'est qu'avec toute cette information-là, on fait un cube. Donc, le cube, c'est vraiment l'utilisation de chacune de ces dimensions-là. Puis ensuite, les choses concrètes qu'on veut mesurer, par exemple, le nombre de ventes, le nombre d'accès, ces choses-là, on appelle ça des mesures. En anglais, on va les appeler des facts. OK, des faits. Donc, l'idée, c'est qu'on va regarder notre base de données, notre data warehouse qui est en troisième forme normale. On va regarder c'est quoi les dimensions, donc justement toutes les foreign keys qui pourraient se retrouver sur les tables principales. Donc, toutes ces foreign keys-là vont se retrouver dans des formes, sous la forme de dimensions dans notre cube. Et toutes les tables principales, eux autres, vont devenir des faits ou des mesures. OK. Donc, dans un data warehouse, on peut avoir plusieurs cubes. Exactement. On serait capable d'avoir plus qu'un cube qui serait fourni à une partie du même data warehouse, ou même avoir un cube qui utilise plus qu'une table de mesure. Ça a l'air de quoi, ça, un cube qui utiliserait plus qu'une table de mesure? Ça serait, par exemple, là, on rentre un petit peu dans les sujets plus avancés, je dirais, mais l'idée, c'est qu'on pourrait avoir un cube qui fait des drill down vers un autre cube. Ah, OK. Donc, dans ce cas-là, on pourrait avoir une mesure qui introduit le chemin vers une autre mesure qui est beaucoup plus discrète. Donc là, tu viens de parler de drill down. On peut peut-être prendre 2 secondes pour expliquer ce concept-là. Parce qu'essentiellement, quand on est dans un cube, il y a quelques types de chemins classiques qu'on peut voir faire. Je pense que tout le monde a vu l'exemple à un moment donné. Tu es dans Excel, là, puis tu fais un drill down là, sur, par exemple, année, mois, etc., etc. Dans l'implémentation de SQL 2005, il y a 2 types de dimensions. Il y a des dimensions de type attribut, donc c'est vraiment quel est le produit. On pourrait dire des bicycles, des bateaux, des avions, etc. Puis aussi, il y a des hiérarchies. Donc, les hiérarchies vont être capables de permettre des choses comme moi, je suis un employé, mais c'est qui mon boss? Puis c'est qui son boss à lui? Donc, ça serait ça le drill down qu'on serait capable de déclarer justement avec les hiérarchies. Donc, on serait capable de dire, je voudrais voir, par exemple, la performance d'une équipe. Donc, on ferait ça sur une personne, probablement le superviseur de cette équipe-là. Mais là, je serais capable de faire un drill down vers les membres de cette équipe-là pour voir les chiffres individuels de ces personnes-là. Puis il y aurait une certaine hiérarchie que ces personnes-là ont aussi d'autres employés. On serait capable de descendre à plusieurs niveaux de creux comme ça. Puis qu'est-ce qui est le fun du BI, c'est que le système va tout le temps nous montrer les sommes partielles. Donc, pour l'équipe à Eric, par exemple, le montant, c'est 1 million. Mais quand j'explose l'équipe à Eric, ça me donne plein de sous-sommes qui vont tout le temps s'additionner à 1 million. Puis c'est là la magie du BI. Donc, quand je suis dans Excel, là, puis que je drag and drop là, les fameuses dimensions, tout ça, je joue avec mon cube, là, oui. Avec les différentes dimensions de mon cube. C'est ça. Sous Excel, on appelle ça des tables de pivot, des pivot tables en anglais. Puis l'idée, c'est qu'en arrière de ça, la technologie qui supporte ça, c'est la même que la technologie des cubes. Donc, on va gérer des dimensions qu'on va mettre soit sur l'axe des colonnes, soit sur l'axe des rangées. Puis les mesures, eux, on va les mettre dans la partie plus centralisée, donc l'intersection d'une colonne et d'une rangée. Mais c'est même possible à partir d'Excel de se brancher directement sur un cube. Oui, puis ça, c'est possible parce que c'est un petit peu différent du monde SQL. En SQL, on n'a jamais normalisé les canaux de communication entre les applications clientes et les serveurs SQL. Mais dans le monde du BI, on a normalisé ça avec une technologie qui s'appelle XML-A. Donc, l'idée, c'est que toutes les requêtes qu'on envoie à un serveur multidimensionnel sont tout le temps de la même façon, que peu importe que je parle à du Oracle ou que je parle à une implémentation de Microsoft. Et le langage que j'utilise pour définir qu'est-ce que je veux voir, on appelle ça du MDX, pour du Multidimensional Query Language. Puis l'idée, c'est du MDX, c'est comme du SQL, mais au lieu de définir des tables avec des colonnes, avec des where, on définit des intersections, on définit le nom du cube, puis on définit qu'est-ce qu'on veut voir, sur quel axe qu'on veut le voir au fond. Donc,
quand on est programmeur, qu'on travaille avec un modèle relationnel, c'est très important pour le programmeur de comprendre le SQL. Oui. Parce que c'est comme ça qu'il va aller plus souvent qu'autrement chercher ses données. Si on est un programmeur et on veut travailler avec une base de données multidimensionnelle, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est sûr que comme c'est une base de données multidimensionnelle, on ne pourra pas utiliser la couche dans .NET qui s'appelle ADO.NET parce que c'est un petit peu différent. Par contre, Microsoft nous fournit une deuxième couche qui s'appelle ADO-MD qui réutilise les concepts de base comme par exemple les commandes, les connexions, ainsi de suite, qui sont dans ADO.NET pour nous permettre de parler à des bases de données multidimensionnelles. Puis là, le langage de query là-dedans, c'est du MDX C'est ça. au lieu d'être du SQL. Donc là, il faut vraiment se casser la tête parce que c'est vraiment un paradigme qui est différent. C'est vraiment différent de penser aux résultats qu'on veut avoir en MDX. Mais à part d'utiliser ADO-MD, il n'y a pas d'autre façon pour un programmeur d'interroger une base de données multidimensionnelle? Moi, j'en connais pas. J'imagine qu'il y a peut-être des bases de données qui sont plus propriétaires, qui vont avoir des langages un petit peu différents. Je peux penser par exemple aux versions plus jeunes de Excel, qui peut-être qu'à l'intérieur des tables de pivot, quand on avait accès à des cubes offline, qui avaient peut-être une syntaxe ou une différente. Mais vraiment, le monde est standardisé présentement sur MDX pour comment parler à un cube ou comment poser nos questions, puis sur la technologie XML-A pour comment qu'on envoie ça avec au serveur. Donc vraiment le protocole de communication. Ben, un peu comme les requêtes SQL, en Transact SQL, Oui. ça c'était standardisé, là. C'est ça. Sauf que dans le monde de SQL, on n'a jamais standardisé le protocole lui-même. Ouais, OK. Puis, là, on vient de parler de comment avec l'API on peut parler, mais il y a beaucoup d'applications clients qui te permettent de voir le contenu d'une base de données multidimensionnelle. Oui. SQL Pivot Table étant un de ceux-là. SQL, lui, quand on achète le produit SQL, il vient avec ce qu'on appelle les Office Web Components. Donc, c'est une série de composantes que Microsoft a fournies qui permettent de donner des pivot tables justement sur du data qui est dans MDX. Naturellement, on a aussi Excel. Donc, Excel est capable de se brancher sur un cube, soit un cube offline, donc on a le fichier qui représente le data de ce cube-là, ou directement sur un serveur d'analyse SQL. Puis aussi, on a ADO-MD qui est une technologie vraiment pour le programmeur pour que lui est capable d'aller récupérer de l'information à l'intérieur de ces cubes-là. Puis, il y a probablement, vu que très souvent, il y a deux grandes tendances de type de choses qu'on fait qu'une base de données multidimensionnelle, soit du data mining Oui. ou du reporting. C'est ça. Il existe une technologie qui s'appelle SQL Reporting. J'imagine que ça doit fonctionner avec ça. C'est vrai. Je l'avais oublié, Mario. C'est ça. SQL Reporting permet de parler à une base de données d'analyse, justement, pour être capable d'afficher des rapports pareils comme si on faisait des requêtes à une base de données relationnelle. Donc, c'est vrai. Je vais revenir à ce que tu mentionnais, Mario. Tu as mentionné reporting et data mining. On peut peut-être extrapoler sur les deux, là. Oui. Le reporting, c'est qu'on a accès à tellement d'informations, donc on est capable d'avoir des positions précises sur l'état de l'information qu'on a. Par exemple, présentement, combien que j'ai fait de ventes en 2006 de bicyclettes pour le nord-est des États-Unis. Celui qui est le propriétaire de ton fameux site web, lui, il va vouloir savoir comment ça va. Là. Donc, lui, Ouais. c'est un rapport souvent qui va l'intéresser. OK. Sauf que ce type de rapport-là, on aurait pu aussi le faire en faisant un select étoile de la table, la somme, where, location, ID est égal, sud-ouest des États-Unis. Donc, au fond, on a juste un shortcut pour le faire. La deuxième partie, qui est le data mining, c'est vraiment là que ça devient intéressant. C'est que avec les algorithmes qu'on a de prédiction que Microsoft nous offre dans SQL 2005, on est capable de prendre ça, l'information, puis lui va commencer à extrapoler en regardant les tendances pour les produits, pour les locations, pour le temps. Il va être capable d'extrapoler le résultat pour le futur. Donc, Puis c'est là qu'un analyste BI va se démarquer. C'est-à-dire, c'est dans le data mining. c'est ça. Comment aller dans ce monstre de cubes, faire du sens pour aller sortir l'information, là? Donc, c'est exactement. Cet analyste-là va pouvoir poser des questions qui utilisent ces algorithmes-là de data mining, puis est capable de vraiment ressortir c'est quoi les tendances exactes qui pourront être utilisées dans des rapports pour justement pour juger qu'est-ce qu'on fait pour des campagnes de vente, etc. Je sais que quand on parle de tout ce qui est analyse, il y a souvent il y a beaucoup d'acronymes dans ce monde-là. Oui. Puis on va essayer de passer chacun des acronymes, bien être sûr que les gens les maîtrisent bien. Il y en a un qui revient souvent aussi, c'est KPI. Oui, les KPI en anglais, c'est Key Performance Indicator. C'est que, étant donné qu'on a accès à toute cette information-là, puis qu'on a accès à ça dans un style de reporting,
il y a certaines personnes qui se disent, ben moi, je veux pas vraiment avoir des rapports. Moi, je veux savoir des choses comme, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Donc, les Key Performance Indicators, justement, ce sont des indications de comment vont la performance, au fond, à l'intérieur de mon organisation. Je pourrais définir à l'intérieur de SQL un KPI qui s'appelle vente du mois, puis définir une règle qui dit c'est vert si on a atteint 1 million, mais c'est rouge si on n'a pas encore atteint le million et on est à la fin du mois. Donc, comme ça, un gestionnaire le matin peut facilement rentrer sur le dashboard qui pourrait être fait avec Reporting Services ou avec ADOMD, peu importe, et regarder vraiment est-ce que mon organisation va bien, tout simplement en regardant la couleur d'un champ, rouge, vert, tout simplement. Parce qu'à ce moment-là, c'est une information supplémentaire qui est maintenant intégrée dans ma base de données multidimensionnelle, ces indicateurs de performance. Oui, c'est capable de prendre toute cette information-là, puis la synthétiser en un champ, soit booléen, ou soit des fois un champ à 3 catégories, par exemple rouge, vert et jaune. Souvent, les gens, au lieu de dire multidimensionnel, vont parler de cube OLAP. Oui. Donc, c'est souvent le terme. Mais il y a 2 autres acronymes qu'on voit et qui seraient peut-être intéressants de juste les clarifier pour nos auditeurs. MOLAP, ROLAP, oui. Ça a-tu un rapport avec OLAP? Bon, ben c'est vrai que ça finit pareil. OLAP, au fond, c'est le concept. C'est qu'on va avoir des bases de données qui sont d'analyse et qui font l'agrégation d'une somme phénoménale d'informations. MOLAP, c'est comment qu'on fait pour stocker cette information-là sur le disque. Donc, MOLAP, c'est que la base de données, elle est précalculée, donc ça veut dire qu'il y a un processus externe qui va vraiment calculer toute l'information et qui va stocker ça dans un format arbitraire sur le disque. Donc, quand on va demander de l'information au cube, c'est très rapide parce que ça a déjà été calculé. ROLAP, c'est l'inverse. C'est que à chaque fois qu'on pose une question au cube, le système va bâtir les requêtes SQL pour supporter cette question-là et l'envoyer directement au Data Warehouse. Donc, est-ce que je me trompe si, quand on est ROLAP, c'est que toute notre information est stockée dans un modèle relationnel? Donc, l'information qui va te permettre de retrouver le cube. C'est pour ça qu'il va être capable de faire ces requêtes. C'est ça, oui. Tandis que quand on est MOLAP, c'est une approche propriétaire. Tu vas regarder ça, tu seras pas capable de faire de requêtes SQL là-dessus parce que, ultimement, un cube ROLAP, tu peux l'analyser d'un point de vue SQL puis faire des requêtes SQL, ce qui devient un peu ardu parce que tu as une information qui est pas du tout normalisée. Mais MOLAP, c'est pas le cas, là. C'est propriétaire. Exactement. L'idée qu'on choisirait un par-dessus l'autre, c'est que des fois, on a des dimensions qui vont changer plus souvent que d'autres. Par exemple, la dimension de mon catalogue, par exemple, qu'est-ce que je vends? C'est peut-être quelque chose qui change de façon journalière. Donc, je veux pas nécessairement rebâtir tout le cube à chaque fois que ça change. Donc, je veux dire au système, à chaque fois que tu veux interroger cette information-là, retourne tout de suite vers la vraie source de données. Donc, comme ça, on est capable d'avoir un résultat qui est vraiment live. Et le M et le R signifient? Le M, c'est pour multidimensional. Donc, c'est le stockage est vraiment effectué en multidimensionnel. Et le R, c'est pour relational. Donc, on implémente l'OLAP avec une base de données relationnelle. Quand tu parlais que c'est possible de pas vraiment garder les informations dans le comptoir de données, par exemple, mais de dire non, je vais les garder nativement ou est-ce que sur le système online, c'est avec un ROLAP qu'on peut faire ça. C'est ça. C'est une variante. Exactement. C'est un choix d'architecture au fond. Est-ce que je veux que mon information soit stockée en MOLAP ou en ROLAP? Ah, c'est bon. Donc, on a regardé les différentes technologies qui existent pour être capable d'aller voir ces données-là. Excel étant l'outil par excellence, parce que, en tout cas, dès que tu vois une présentation d'un pivot table, tu comprends le concept que, j'ai plusieurs dimensions et tout. Mais je pense que Excel, c'est l'outil primordial pour toutes les analyses d'affaires. C'est facile, tout le monde le connaît, donc. Quand on achète Excel, en plus, ils nous fournissent les fameux Office Web Components. Oui. Il y a le mot web, mais est-ce qu'on peut l'utiliser dans une application riche à la Windows? C'est que l'implémentation des Office Web Components, c'est des ActiveX. Donc, on peut les utiliser à l'intérieur des applications web parce qu'on instancie au fond ces objets-là sur le poste client et on fait juste envoyer l'information à afficher. Ou on peut aussi l'utiliser dans des applications Smart Client ou Fat Client parce que justement, c'est encore des ActiveX. C'est des ActiveX, donc c'est une technologie comme... Oui. Avec je vais dire les faiblesses, parce que je ne peux pas avoir tant de force que ça. Si ce n'est le fait que ça peut fonctionner dans un browser avec... Et ça fonctionne dans Excel, donc c'est du COM avec du COM. C'est vrai. Microsoft a dit qu'elle a discontinué de travailler sur les Office Web Components,
Mais quand j'ai fait un peu de recherche, j'ai retrouvé des nouvelles composantes qui implémentaient des pivot tables en Windows Presentation Foundation. Donc, ça va être super intéressant pour ceux-là qui font du .NET 3.0 qui veulent afficher des cubes parce que ça leur donne toute C'est ce qui cette s'en belle vient, là. technologie-là. Il va y avoir justement l'équivalent bâti pour le WPF. Et aussi, on commence à voir des tiers parties qui commencent eux-mêmes à fournir des contrôles pour se brancher directement sur une base de données multidimensionnelle. Oui. Un à qui je peux penser, c'est la compagnie Dundis. Donc, eux autres vont vraiment faire une application qui est capable de prendre l'information dans un cube, la présenter pour que la personne peut dire, oh, ben moi, je vais voir telle dimension à gauche, telle dimension à droite, telle dimension en haut. Puis ensuite, il est même capable de prendre cette information-là puis la mettre dans des graphes. Donc là, c'est super visuel pour l'auditoire. Et de là, l'avantage du 3D, de bouger tous ces graphiques-là, puis ces dimensions-là. Wow, je veux même pas penser à qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais c'est comme une nouvelle fenêtre sur l'information d'historique. Puis ce que ça te dit, c'est que toi, comme concepteur, dès que tu te rends compte que ce qu'on veut, c'est que tu gardes l'historique, sors ça de ta BD relationnelle, envoie ça dans un cube multidimensionnel parce que c'est là que c'est supposé d'être. Ouais. Parce que ta BD relationnelle est supposée d'être juste pour les traitements courants, les fameux « je veux créer telle chose, je veux détruire ». Ça, c'est parfait, c'est là que ça va. Mais dès qu'on dit « ah, mais là, garde-moi donc des historiques », sors ça, envoie ça dans un cube. Je pense que c'est ça la bonne stratégie. Des grandes compagnies comme Walmart, etc., qu'à chaque fois qu'on achète 10 affaires, ça génère 10 lignes dans une table quelque part. Je suis certain qu'eux autres ont des stratégies pour sortir l'information de ces bases de données le plus rapidement possible, mais avoir comptabilisé cette information-là dans leur cube à eux. Donc, comme ça, l'information, elle est là pour faire de l'analyse, mais l'information transactionnelle de à quelle heure que je l'ai acheté, qui est peut-être pas importante au niveau de l'analyse, on a mis ça sur des tapes backup, ainsi de suite. Donc, on est capable de libérer la base de données transactionnelle pour faire du vrai travail. Puis, les autres qui font de l'analyse, eux, ils ont tout leur accès à leur matériel. Moi, il y a 2 points que j'aimerais discuter avec toi, vu que tu travailles là-dessus à la caisse, puis Oui. que t'es dans des projets .net. Moi, il y a 2 choses qui me préoccupent, parce que je comprends, tu sais, j'achète le fait de dire, oui, on met ça dans des bases de données multidimensionnelles. Le premier problème que moi, je vis quand je fais ça, c'est que j'ai l'habitude, quand je vais travailler avec un monde relationnel, de me faire d'avoir un tiers, un application server qui était ma couche d'accès aux données. Donc, je parlais pas directement à mes BD, mais je parlais plutôt à un serveur qui, essentiellement, si je suis en web service, c'est le port 80, j'ai pas besoin d'ouvrir les ports 1443, par exemple. Si je suis en multidimensionnel, je peux-tu avoir le même concept d'une façade qui serait essentiellement juste pour enlever les accès directs sur une BD multidimensionnelle? C'est sûr que le modèle n'est pas encore aussi évolué que celui pour des bases de données relationnelles. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire, par exemple, dans un Smart Client, juste construire la requête ou utiliser des services justement qui, eux, ne font que retourner l'information. Puis du côté du middle tier, donc du serveur applicatif, faire les requêtes sur le serveur multidimensionnel avec les technologies comme ADOMD, puis retourner l'information au poste client. Donc ça a été une alternative. Donc, on retournerait l'information sur quel format à ce moment-là dans des datasets? Malheureusement pas, parce que comme c'est pas du ADO, c'est pas des datasets, mais comme c'est du ADOMD, on appelle ça des cell sets. Donc c'est comme des datasets, mais au lieu d'avoir que des intersections, que des rangées, des colonnes, là on a toute l'information de toutes les dimensions et le métadata. Est-ce qu'ils se sérialisent en XML, ces cell sets-là, aisément? Ça, c'est une bonne question, Mario. Je le sais pas. Wow. Mais en tout cas, ça va faire partie d'une de mes préoccupations. Je vais aller voir ça. Puis mon autre crainte que j'aurais, c'est mais je vais-tu transporter tellement d'informations que la performance va être coûteuse parce qu'on sait qu'à tous les fois qu'on frappe le réseau, c'est toujours plus... Il faut voir les bases de données multidimensionnelles comme un autre set de bases de données que tu n'exposes pas normalement. Là. Ben, c'est ce qu'on veut. On veut pas les exposer. Mais aujourd'hui, mettons, si tu prends les contrôles d'Andas, eux autres, ils s'attendent que tu vas te connecter sur la BD direct. C'est ça. Puis moi, mes petites préoccupations de sécurité, j'étais comme, que c'est ça, là. C'est vrai que le modèle n'est pas encore aussi mature pour avoir des applications distribuées en N tiers. Par contre, ce que je peux dire, c'est que toute la philosophie des reporting services dans SQL 2005 utilise aussi ce même concept-là. Donc, on est capable d'interroger le serveur de rapport, on est capable de générer le rapport, mais c'est très 2 tiers comme architecture encore. Donc, peut-être que les prochaines versions vraiment dans un modèle 2 tiers. Oui. Puis, mais il faut comprendre aussi que les usagers, le nombre d'usagers est beaucoup plus limité qu'une base de données standard. Là. C'est vrai que le nombre de personnes qui vont vraiment utiliser l'information,
c'est peut-être un nombre plus restreint à l'intérieur d'une organisation. Par contre, où j'étais dans la banque avant, on avait 2 systèmes d'analyse au lab, au fond. On avait un pour faire toutes les analyses au niveau plus gestionnaire, si je pourrais dire. Puis aussi, on est en train d'introduire à la fin un deuxième système d'analyse avec des cubes pour vraiment le monde dans le champ. Pour eux autres être capables de rapidement voir, si quelqu'un veut faire des prêts dans tel domaine, est-ce que c'est-tu rentable de faire des prêts dans ça? Donc, ça permettait au monde dans le champ de rapidement prendre des décisions. Parce que ça t'évite d'avoir à essayer de penser à tous les cas possibles. Tu leur dis à la place, je vais vous fournir une interface conviviale et cherchez votre réponse quand vous êtes face à ce problème-là, parce qu'il peut y avoir 1000 options possibles qu'un client peut te demander, puis là, ben, tu peux pas t'avoir fait une espèce d'application qui prévoyait toutes ces... Tu peux pas l'avoir en 2 dimensions, finalement. C'est ça. Mais il y a une autre problématique, moi, que je vois. Donc, la fameuse problématique de pas avoir, en tout cas, de pas être capable d'avoir une architecture en 3 tiers ou en tout cas n tiers. C'est vraiment 2 tiers. Mais une autre problématique, comment on peut être capable de pouvoir faire des tests avec du multidimensionnel? Parce que déjà, c'est un challenge en relationnel. Puis la stratégie aujourd'hui, c'est mais tu sais, quand tu es développeur, toi, tu as une BD vide, puis avec dans ton au démarrage de ton test, remplis ta BD, fais ton test, puis nettoie ta BD à la fin, puis à ce moment-là, tu vas toujours être en contrôle et tu vas réussir à vraiment tester ce que tu veux tester en utilisant une BD. Là, je peux pas remplir puis vider une base de données multidimensionnelle à chaque test. Ça va être, en tout cas, au niveau performance, ça va pas être très fort. C'est vrai. Puis, c'est drôle parce que comme je viens du monde agile, je crois beaucoup dans les tests. Donc, même sur le cube que je suis en train de travailler présentement, on a développé des tests. Donc, l'idée, c'était tout simplement dans les tests fixtures où qu'on va commencer le test, donc monter l'environnement pour que le test soit capable d'opérer correctement. On va processer le cube. Donc, au fond, on va dire au cube, va chercher l'information dans le dépôt relationnel et fais toutes les agrégations, fais ton travail pour que la magie soit disponible, justement. Puis vous étiez capable de vivre avec le coût de performance de faire ça au début des tests? Oui. Nous, traiter le cube dans notre scénario, présentement, ça prend environ 2 minutes. Donc, c'est très rapide. C'est sûr qu'on peut pas rouler 50 000 tests dessus chaque soir de façon automatisée, mais c'est assez pour être capable d'en rouler quelques-uns. Mais ça voulait dire que tes tests, tu étais obligé de vivre une dépendance entre chacun de tes tests et ce fameux setup-là. Parce que là, tu pouvais pas dire, si je veux vraiment avoir des tests totalement indépendants, donc on va faire le setup à chaque test. C'est vrai. Donc ça, c'est un problème. Par contre, comme il n'y a aucun des tests qui vont modifier l'information, on n'est pas obligé de retraiter le cube pour chacun des tests. On fait juste le traiter une fois pour l'ensemble des tests. C'est une dépendance avec laquelle on peut vivre. C'est ça. Donc l'approche, si on veut vraiment appliquer du TDD ou du test first, c'est vraiment de reconstruire sa BD initialement, puis après ça, on va rouler tes 50, 60, 200, 300 tests, puis vu que aucun de ceux-là crée d'information mais ne fait que la consommer, il devrait toujours être valable. Puis qu'est-ce que je pense qui est important des tests, c'est que étant donné que je pense que la plupart des développeurs, c'est plus du monde qui pense en SQL avec des tables et des colonnes. Donc nos tests, au fond, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils faisaient une requête relationnelle, donc avec du SQL. Et on faisait la requête MDX équivalente. Donc, si on disait, moi, je veux voir la somme des ventes pour les produits de type bicycle en 2006, mais ça, c'est facile, faire la requête SQL qui fait ça, même si ça prend 30 secondes à exécuter. Et après, on faisait la même requête MDX, puis là, on comparait les résultats pour voir est-ce que c'est vraiment ça qu'on a géré ou est-ce que tout à coup, les chiffres sont pas corrects parce que le système a fait une agrégation qui était incorrecte. Donc, tu testais tes requêtes dans les 2 sens. C'est ça. Donc, comme ça, on était capable de dire, peu importe le data qui est dans la base de données, moi, on va comparer que le data dans le cube, quand on pose cette question-là, est la même. Okay. Donc stratégie intéressante. Ouais, ça prend évidemment les données en conséquence pour pouvoir tester. C'est ça, il faut avoir les jeux de tests. La deuxième chose que j'ai aimé beaucoup avec les tests, c'est que étant donné que bâtir un cube, c'est très déclaratif, ça fait que si jamais on oublie dans la déclaration de notre cube, par exemple, de dire j'aimerais ça que tel champ soit ordonné, par exemple, alphabétiquement, on était capable de tester ça avec des tests pour valider que toutes ces choses-là étaient bien effectuées dans le cube. Donc, si on faisait un test qui disait va chercher chacune des dimensions, pour chacune des dimensions, valide que chaque attribut est ordonnancé de façon alphabétique, ça nous validait que quand on a bâti le cube, qu'on a fait correctement notre job. Donc, on fait des checklists. Moi, il y a un autre point. Je rencontre qu'il y en a un qui pourrait être intéressant, c'est de discuter. Dans le monde relationnel,
ta stratégie de déploiement est assez simple. On s'assure que toutes nos déclarations pour définir les tabs, les index, les star procs, on en a, on scripte tout ça, puis on s'assure qu'au déploiement, on recrée notre BD. Ou si on est en production, pour on a déjà une BD, on fait juste scripter pour faire un différentiel. En multidimensionnel, comment on a-tu cette problématique-là? Oui, on a cette problématique-là, mais c'est complètement différent. L'idée, c'est que je crois qu'il y a peut-être certains de l'auditoire, au fond, qui est familier avec Team Professional pour Database Professional de Team Foundation Server. L'idée, c'est qu'on a des projets Visual Studio qui vont supporter le développement qu'on va faire dans SQL. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a tous les morceaux du projet, on est capable de déployer ça directement sur le serveur et c'est le serveur qui va tout analyser au fond qu'est-ce qu'on lui envoie et qui va rebâtir les structures correctement du côté du serveur. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on n'a pas accès, mettons, à la machine de production pour automatiser, mais pour donner ça à des gens d'infrastructure, dire, regarde, le rebâti? C'est sûr qu'il y a deux stratégies. Donc, la première, c'était la plus facile, un peu comme on ferait avec du ClickOnce. Donc, c'est le développeur qui fait la production ou le déploiement de son application. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est qu'on pourrait tout prendre les morceaux, les extraire, puis les réimporter dans une base de données, donc une opération plus manuelle qu'un DBA pourrait faire. Avec BI Studio? Exactement. Donc, lui, avec BI Studio, va ouvrir le cube ou créer un nouveau cube et aller charger chacun les dimensions, ainsi de suite, les cubes, toutes les définitions. Il n'y a pas moyen de scripter ça? Ou, justement, la deuxième façon, c'est scripter toutes ces choses-là et les mettre dans un package SSIS qu'on pourrait rouler après ça sur le cube, sur le serveur d'analyse avec BI Studio. On va peut-être définir un petit peu qu'est-ce que c'est BI Studio, SSIS, tout ça? Oui, ça fait plusieurs termes. Donc, Visual Studio, tout on s'entend, c'est l'environnement de développement. BI Studio, ça ressemble un petit peu à Visual Studio, mais c'est live pour gérer une base de données. Donc, il n'y a pas des projets, il n'y a pas des fichiers, mais c'est vraiment, on fait des commandes, puis on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est Business Intelligence Management Studio, qui est un peu l'équivalent de SQL Management Studio. C'est vrai, c'est l'ancienne version. Exactement, mais spécifiquement pour le module d'analyse. Là. Puis beaucoup de gens de nos auditeurs sont peut-être pas familiers parce que quand on installe SQL Server, par défaut, ils installent juste le relationnel, mais il faut vraiment dire je veux les services d'analyse, puis là, ils vont installer tous ces outils-là en plus de nous donner la capacité de faire des BD multidimensionnels. Quand on est justement dans la console d'administration pour SQL, en haut à gauche, je sais pas si peut-être qu'il y a du monde qui l'ont remarqué, mais il y a des petits cercles là, qui représentent l'icône, si on veut, d'une base de données relationnelle. Et tout de suite à sa droite, il y a un petit cube jaune. Donc, si jamais vous vous demandez c'est quoi ce petit cube jaune-là, c'est là l'onglet qui permet de se brancher sur des cubes au fond. Donc, on mentionnait tout à l'heure SSIS aussi? Oui, SSIS, c'est une autre technologie qui vient avec SQL Server. On appelle ça SSIS pour SQL Server Integration Services. Puis, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancien système des DTS avec SQL 2002 et toutes les versions précédentes. Donc, l'idée, c'est qu'on est capable de refaire des orchestrations comme des mouvements d'informations entre des bases de données SQL. Parce qu'il y a un concept fondamental aussi dans l'intelligence d'affaires, les BI, c'est que en plus de créer nos bases de données, on va aller extraire, transformer et charger des données qui vont venir d'ailleurs dans nos fameux entrepôts de données, donc du ETL. Oui. Puis le ETL pour Extract, Transform, Load. Et SSIS, c'est l'outil de Microsoft pour faire ça. Oui, parce que c'est sûr que faire le cube, au fond, on fait juste définir le cube. Puis ensuite, une fois qu'on a défini le cube, on fait juste dire go. On le traite pour que la magie des agrégations se fait. Mais avant ça, il y a vraiment une étape il faut tout recueillir l'information à l'intérieur de notre corporation. Il faut la nettoyer peut-être pour enlever toutes les choses qui sont inutiles. Il faut sûrement faire des corrélations dans telle base de données. Un client, c'est représenté par telle chose, mais dans telle autre base de données, le client, c'est représenté par quelque chose de complètement différent. Donc, il faut faire toute cette poutine-là, si on peut dire ça. Et ça, c'est qu'est-ce que SSIS permet de faire. Puis SSIS te donne un paquet d'outils, par exemple, dire, OK, je veux faire un lookup sur tel champ, mais c'est pas ce champ-là que je veux que tu prennes, je veux que tu prennes tel autre. Puis, donc, tout ce type de choses-là qui va te permettre de charger correctement ton cube. Oui, SSIS, au fond, ça nous donne des designers, si je pourrais dire, dans Visual Studio, qui viennent avec certains icônes qui permettent de faire certaines choses. Ça ressemble beaucoup à Workflow quand tu regardes ça. D'ailleurs, je
pense que c'était fait avec Workflow parce que c'est tellement la même technologie. En tout cas, ça me semble être comme une des premières implémentations que Microsoft ont faites de la technologie Workflow Foundation, c'est pour faire SSIS. Mais je pense que justement SSIS, ça serait, on pourrait dire, des workflows pour le transfert et les mouvements d'informations à l'intérieur de notre corporation. C'est facile de voir, je viens de transférer 1 million de lignes de telle BD, ça s'en va à telle place. Après ça, on va faire une étape de la nettoyer, par exemple, et ensuite, on est capable d'avoir ça dans le Data Warehouse pour être capable de traiter le cube. Donc, quand on installe les fameux services d'analyse qui viennent avec SQL Server, essentiellement, on recueille on a notre fameux BI Studio, oui, qui ressemble beaucoup à Visual Studio, mais qui est spécialisé pour faire du BI, ou il ressemble plus à SQL Management, je devrais dire. Parce que bon, c'est plus dans le monde des administrateurs de données. On a à ce moment-là toutes les fameuses les extensions de .NET pour faire du Audio MD. Oui, Audio MD, c'est actuellement un download séparé qu'on doit faire. Donc, on doit aller sur le site de Microsoft et télécharger l'installateur au fond, le MSI, pour être capable d'installer les extensions pour ADOMD sur le poste. Sur le poste. Puis j'imagine aussi qu'il va falloir, si on utilise ça, mettons sur un serveur pour faire des requêtes, ben là, il faut les installer là aussi. Oui. Par contre, du côté serveur, le serveur, lui, comprend déjà le MDX. Donc, on n'a pas besoin d'avoir ces extensions-là. Est-ce qu'il y a une nuance entre la version SQL Server Enterprise et la version SQL Server standard? Moi, je le sais pas. En tant que développeur, j'utilise surtout l'édition qui est pour développer, justement. Qui est la version entreprise. Ouais. OK, la version entreprise. Ouais, quand on est développeur, qu'on installe ça vient avec maintenant notre Visual Studio. C'est une version Enterprise, mais que tu n'as pas le droit de déployer comme une Enterprise. C'est juste local sur ton poste. Moi, je sais qu'il y en a une qu'on vit avec Team System. Donc, Guy, tu es probablement familier aussi avec le fait que dans Team System, vu que c'est un SQL Server standard, on n'est pas capable de faire de reporting sur des bases de données multidimensionnelles parce que le reporting, il vient juste avec l'Enterprise. En tout cas, le reporting sur du multidimensionnel avec Enterprise. Et dans Team Foundation Server, on crée un beau cube multidimensionnel de tout ce qu'on fait avec notre gestion des codes sources et les work items et tout. Donc, la capacité de faire du reporting aisément est beaucoup plus ardue. Donc, c'est d'ailleurs une des limitations aujourd'hui. Peut-être que Microsoft va se décider de faire évoluer le produit pour prendre Enterprise, mais celle-là, je la connaissais pas, Mario. C'est bon que tu le dises. Une autre limitation, en tout cas, c'est pour rien que standard coûte moins cher qu'Enterprise. Mais si un développeur là, voulait commencer à s'intéresser à tout cet aspect de base de données multidimensionnelle, il y a déjà SQL Server, soit standard, soit entreprise. Il faut qu'il installe le module d'analyse, donc le serveur d'analyse. Qu'est-ce qu'il doit faire à part ça? Je pense que c'est les deux seules étapes. Il faut vraiment monter son serveur. Mm-hmm. Et une fois qu'on a monté son serveur, l'idée, c'est justement se lancer dedans, commencer à jouer avec. Je sais qu'il y a une version d'AdventureWorks qui est là-bas, qui est un framework de base pour commencer à explorer le code et comment que Microsoft suggère de faire les choses. Et ils ont une version cube de leur AdventureWorks, donc vraiment capable de voir comment ils bâtiraient, eux, un cube pour représenter la base de données d'AdventureWorks. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est que même si tu dis « je crée une nouvelle BD multidimensionnelle », lui, par défaut, il va te créer la dimension temps. Mais les autres dimensions, il n'a aucune idée. Donc, c'est toi, il faut qu'il se dise, là, je veux une dimension comme ça, une dimension comme ça, comme ça. Puis d'où, là, le côté un peu ardu de la chose, c'est que c'est un peu comme une BD. Si je crée une BD, il n'y a pas de table. Il y a rien que les master tabs, mais c'est à toi, après ça, de définir tes tables. Puis là, définir c'est quoi les colonnes. En tout cas, donc, c'est un peu la même chose. Il faut que tu définisses tes dimensions. Puis il faut surtout, après ça, que tu charges des données dedans. Le workflow est un petit peu différent. La dimension temps, le wizard veut la créer, si on peut dire ça, mais par contre, elle vient pas par défaut. Il faut vraiment y penser parce qu'il y en a deux. Soit qu'on peut dire, chaque record est tagué avec une colonne qui représente l'heure de ce record-là. Donc ça, c'est la dimension temps. Ou on pourrait avoir une dimension temps qui est complètement plus explosée, qui dirait, pour tel record, ça a été fait dans tel quart financier, dans tel quart de reporting. Donc, il y a vraiment deux aspects à la dimension temps. Et le workflow, pour être capable d'arriver à un cube fonctionnel, l'idée, c'est qu'on va déclarer la source de nos données. Donc, on va créer des connection strings, puis on va créer ça à l'intérieur de BI Studio. La deuxième étape, c'est créer des data source view, donc dire, moi, j'aimerais ça regrouper telle et telle table pour faire telle et telle dimension. Donc, juste une organisation logique de l'information. Une fois que j'ai ça, je suis capable de créer mes dimensions, donc dire, utilise le contenu de telle table pour créer telle dimension, telle table pour faire telle dimension. Là, il faut réfléchir à toutes nos hiérarchies. Est-ce que je vais être capable de naviguer
du type de produit vers le produit ou est-ce que je vais être capable de naviguer de famille de produits? Donc, y a-tu un tutoriel qui explique ce cheminement-là dans Ouais, le c'est produit avec, mettons, le fameux Adventure World, comment qu'on peut le créer? Ou un bon livre. Des bons livres, oui, il y en a plusieurs. AdventureWorks, justement, va pas nous donner comment arriver à ce résultat-là. Par contre, Microsoft SQL Server vient avec des tutoriels, justement, qui sont axés sur comment prendre une base de données relationnelle et arriver avec un cube. Donc, il y a des tutoriels avec la documentation en ligne qui vient que tu peux suivre. Si tu suis ça, tu pourrais quasiment partir d'AdventureWorks relationnel et rebâtir presque le même AdventureWorks multidimensionnel que les autres ont fait. C'est sûr que eux autres ont plus analysé le domaine d'affaires, donc ils vont être capables de dire je pense que les analystes voudraient naviguer l'information de telle façon, mais si on fait juste suivre les tutoriels, c'est sûr qu'on est capable d'arriver à un cube qu'on peut naviguer. Ça serait une bonne formation pour quelqu'un qui voudrait vraiment... Je la recommande fortement au moins qui veut se lancer dans ce domaine-là. Ben écoute, ça fait de quoi mettre dans la liste de choses à faire pour nos auditeurs. Oui, parce que c'est un domaine là, qui est vraiment un domaine intéressant pour ceux qui aiment, comme entre guillemets, cruncher les données, là, qui jouent avec ça, parce que les firmes, les compagnies accumulent des sommes incroyables de données, et puis c'est tout le temps la problématique d'aller chercher l'information. Comment aller chercher l'information? Puis les gens qui sont capables de le faire, c'est une compétence qui est vraiment unique, là, donc d'aller chercher toutes ces données-là. Là. Puis souvent, il y a des gens qui cherchent comment... embarquer dans un nouveau domaine, par exemple, ils travaillent en entreprise dans une PME, puis ils disent moi, comment je pourrais travailler pour une banque ou travailler pour une grosse organisation, puis faire des logiciels pas qui sont mieux ou moins mieux que ce qu'on peut faire en PME, mais différents. Il y a des gens qui vont dire il faut peut-être que tu prennes de l'expertise dans ce que c'est le domaine d'affaires de la finance, mais un autre chemin d'entrée, c'est va te chercher de l'expertise en ETL, en BI, parce que c'est fortement recherché. Absolument. Ça va te démarquer pour que tu sois capable de pouvoir embarquer dans ces types de projets-là. C'est sûr que quand on n'a pas encore accès à ces technologies-là, on va résoudre les mêmes problèmes en utilisant du SQL, mais par contre, ça va être des rapports qui sont très monolithiques, parce qu'à chaque fois que quelqu'un veut voir quelque chose de différent, moi, il faut que je recrée un nouveau rapport ou il faut que je bâtisse des interfaces qui permettent plein de choses. Au fond, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est créer un cube puis l'exposer. Donc, je pense que vraiment, le monde qui va se lancer là-dedans s'ouvre des portes pour justement le marché d'entreprise qui ont des tonnes de données, justement, et qui ne savent pas quoi faire avec cette information-là. Éric, en terminant, puis c'est la question classique, as-tu un blog, un livre, un site web, un article de revue, quelque chose que tu veux recommander à nos auditeurs? Justement, je lisais le Microsoft Architecture Journal la semaine dernière. C'est une édition, je crois, d'il y a environ 1 mois et demi. Puis, je suis tombé sur un article qui s'appelait « Le Composite Applications, The New Paradigm ». Puis, je trouve ça super intéressant parce que ça nous parle des applications composites, qui est un nouveau pattern qui commence à ressortir en architecture. Puis, l'idée, c'est essayer de réutiliser les choses qui sont en place, des coquilles existantes, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment un article à lire parce que c'est le futur de nos applications, je crois, surtout quand ça se mêle avec des architectures SOA, des services. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à regarder. Si on peut voir, mettons que tu as une partie où tu ferais du reporting sur du multidimensionnel, mais tu pourrais, avec cette approche-là, si je comprends bien, tu fais une approche composite, intégrer une partie de solutions en Excel, du Word. Donc, c'est d'être capable de faire un amalgame de solutions existantes, mais dans une coquille unifiée. C'est ça. Puis on sait que entraîner du monde à utiliser des nouveaux outils, etc., ça coûte très cher. Donc, quand on est capable de réutiliser toute l'infrastructure qu'ils ont, je pense que tout le monde devient gagnant. Donc, on va mettre le lien sur le site du Visual Studio Talk Show. Ben écoute, on fait la pause. On revient avec ce qui s'en vient du côté du GUVSM. Les nouvelles et astuces de Monsieur Guy Barrette. Hey, quelques petites nouvelles. En fait, on connaissait tous WPF/E, qui voulait dire... Qui voulait dire WPF for Everywhere. Ben, WPF voulait dire... Windows Presentation Foundation /E pour Everywhere.
Donc, Microsoft a nommé, en fait, c'est un nom de code, là. C'était pas un nom qui était mais c'est drôle, c'était un nom de code, mais WPF, c'est un vrai nom de produit. Donc là, comme toujours, ils font la vie facile. Ah ouais, ça, c'est typiquement Microsoft Marketing. Donc, le nom final de la technologie, c'est Silverlight. Silverlight, wow! Ouais, Silverlight, ça a été lancé. Puis juste pour nos auditeurs qui se disent, qu'est-ce que c'est ce WPF/E qui est maintenant renommé Silverlight? Ça fait quoi ça dans la vie? En fait, c'est on connaît le Windows Presentation Foundation, qui est le nouveau paradigme là, de développement d'applications frontaux Windows. Donc, la capacité de créer une couche de présentation 3D. Exactement. Donc, le E, c'est-à-dire que ça va pouvoir rouler dans différents browsers sur Windows et sur Macintosh. Donc, puis vu que c'est 3D, est-ce que c'est une tentative de Microsoft de créer quelque chose qui pourrait être en compétition avec Flash, par exemple? En fait, on peut dire... On sait pas si on peut dire ça, non, mais ça ressemble un peu. Disons que c'est la version Microsoft de Flash, là. Dans les autres nouvelles, Enterprise Library 3.0 vient de sortir. Donc, pour ceux qui utilisent Enterprise Library, et vous êtes nombreux à l'utiliser, la nouvelle version vient de sortir avec quelques nouveaux blogs, des améliorations aussi. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tout de suite en partant, il y a beaucoup de documentation, il y a des présentations PowerPoint qui sont disponibles, il y a des webcasts qui sont disponibles, donc beaucoup d'informations. Ce que j'aime de Enterprise Library, c'est que la documentation est très bonne. Contrairement à d'autres produits ou technologies du groupe de Pattern Practices, la documentation est très, très, très bonne. C'est une bonne place pour se former, pour quelqu'un qui veut être sensibilisé à tous les enjeux d'architecture, parce que c'est des enjeux communs qu'on trouve, que ce soit comment tu fais ta journalisation, comment tu fais, je sais pas moi, ton caching, ces choses-là. Ben, eux arrivent avec une solution, puis ça peut être une bonne source de formation, de dire, voici une approche correcte pour régler ça. Puis après ça, quand tu es face à un autre problème que Enterprise Library n'a pas solutionné, mais que tu vois une certaine similitude, tu dis, je pourrais prendre cette approche-là aussi pour le résoudre. Exactement. En dernier, j'ai vu que sur le blog de Scott Guthrie, Microsoft avait lancé un patch qui règle des problèmes de compilation sur des applications ASP.NET. Donc, il semble que ça soit un problème un petit peu connu lorsqu'on a différents types d'applications web ASP.NET. Donc, il y a une patch qui est maintenant disponible. Si vous connaissez aussi des problèmes de compilation avec vos solutions, on va mettre le lien sur le site pour aller chercher cette patch-là. Ça fait le tour des nouvelles. Donc, qu'est-ce qui s'en vient avec le GUVSM dans les prochaines semaines? En fait, le 7 mai, on a Simon Laroche qui va nous parler de framework d'application web monorail du projet Castle. Donc, amener les techniques dynamiques à même les applications ASP.NET. Donc, exactement. C'est intéressant. Exactement. Puis, le mercredi 16 mai, on va présenter, donc le Visual Studio Talk Show va présenter à DevTeach le panel. Donc, à chaque année, on a un panel. Et cette année, le panel, c'est sur le monde open source en .NET, en fait, dans le monde Microsoft. Donc, le panel va être animé par Ted Newhart. Le toujours unique Ted Newhart, qui fait très bien ça. Il adore ça. En fait, Ted était supposé quitter Montréal dans l'après-midi, mais quand on lui a offert d'animer le panel, il a dit « OK, je repars le lendemain. » c'est un très, très, très bon modérateur, là, puis il sait mettre du piquant dans un panel aussi. Sur le panel, on a Alan Graver de Microsoft qui, entre autres, s'occupe des sites Codeplex et God.net. Donc, les implémentations open source ou les portails open source que Microsoft gère. Exactement. On a Oren Iny, Jeremy Miller, Roy Oshrove. Oui, j'espère. Excusez-moi. Ce sont tous des gens qui sont impliqués dans des projets open source. C'est ça. Et on a une application locale, François Beauregard, qu'on connaît bien, qui va faire partie du panel. Donc ça, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas inscrit à DevTeach, votre employeur vous a pas envoyé à DevTeach, vous pouvez venir gratuitement assister au panel. C'est le mercredi 16 mai, c'est en soirée. Allez sur le site de DevTeach, www.devteach.com pour plus d'informations.
Écoute, ça fait le tour de ce qui s'en vient du côté du GEVSM. Nous, je pense que ça va terminer notre émission. Absolument. Et merci Mario, merci Guy. Ben, ça a été bien le fun. C'est nous qui te remercions. Écoute, je pense que c'était dû là, qu'on fasse une bonne émission sur le BI, donc je pense que ça va répondre à un besoin là, de la communauté. Nous, on voit nos auditeurs, bon, on les verra pas, mais ils vont pouvoir nous entendre pour notre prochaine émission qui est cédulée pour le 3 mai. On rencontre Pascal Tardif qui va nous parler... Facteur 18. Oui, c'est le nom de code d'un projet là, c'est le nom de code d'un projet qui est une de ses passions, là, comment ramener finalement les utilisateurs au centre des préoccupations là, des applications. Donc, elle va pouvoir nous expliquer ça. Là. Parfait. Ben écoutez, on vous revoit dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir. Visual Studio Talk Show.